Alors, s'il vous plaît, bonjour tout le monde. Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des institutions ouverte. La Commission est réunie afin de poursuivre la consultation générale et les auditions publiques sur le projet numéro 1, loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec. Avant de débuter, Mme la secrétaire, y a-t-il des remplacements? Oui, Monsieur le Président, Mme Schmaltz-Vimont est remplacée par Mme Bourassa, Charlevoix-Côte-de-Beaupré et Mme Massé, Sainte-Marie-Saint-Jacques par M. Clich-Rivard, Saint-Henri-Sainte-Anne. Merci beaucoup. Donc, il nous fait plaisir d'accueillir le premier groupe ce matin, donc les représentantes du Regroupement pour les droits des femmes du Québec. Mesdames, merci beaucoup d'être avec nous. On est content d'être avec vous aussi. Alors, je vous laisse la parole. Comme vous avez 20 minutes de présentation pour cette période d'échange. Alors, la parole est à vous. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie de cette invitation faite à Pour des droits des femmes du Québec, aussi appelée PDF Québec. Je m'appelle Anne Leduc, présidente. Je suis accompagnée de Dominique Baucher, vice-présidente, et de Michel Sirois, qui est assis à côté de moi, présidente sortante. En premier lieu, nous voulons saluer l'importance accordée à la laïcité et à l'égalité des droits entre les sexes dans le projet de Constitution du Québec. Ce sont les principales raisons qui font que PDF Québec appuie le projet de loi. Cependant, nous voulons apporter deux réserves. Premièrement, le droit à l'avortement ne devrait pas se retrouver dans le projet de loi. Et deuxièmement, la définition du mot « femme » sur une base biologique est le socle de l'égalité entre les sexes. Alors, premièrement, sur la question de l'avortement, nous partageons les nombreuses opinions disant que le système actuel est robuste et optimal dans les circonstances et qu'inscrire ce droit dans une loi comporte trop de risques d'ouvrir la porte aux tentatives de modification pour en limiter l'accès. L'intention est bonne, mais ça risque de faire plus de mal que de bien du fait que ce droit est actuellement bien protégé et qu'il ne faut pas offrir aux opposants au libre choix des leviers pour le fragiliser. On note que le Collège des médecins, le Barreau du Québec, l'ancienne présidente du Conseil du statut de la femme, Maître Christiane Pelcha, la professeure émérite Maître Louise Langevin et la docteure Diane Francoeur, la directrice générale de la Société des gynécologues et obstétriciens du Canada, sont du même avis. Nous demandons au gouvernement de retirer ce droit du projet de loi et plutôt d'améliorer l'accès aux diverses méthodes contraceptives et aux possibilités d'interruption de grossesse non désirée. En second lieu, on ne trouve pas de définition du mot « femme » dans le projet de Constitution du Québec, ce qui cause problème. On trouve une définition dans le document gouvernemental du Secrétariat à la condition féminine intitulé « Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2022-2027 ». Il y a une confusion problématique entre sexe et genre. Les termes « femme » et « fille », et je cite, font référence, lorsque le contexte s'y prête, à toutes les personnes dont le sexe à la naissance est féminin. Jusque-là, ça va. Mais on y inclut les personnes non-binaires, queer ou trans, ainsi que toutes celles s'identifiant comme des femmes. Cela inclut donc des hommes à la naissance qui se présentent comme femmes. Or, le genre est une construction sociale, alors que le sexe se constitue des caractéristiques biologiques et physiologiques qui distinguent les femmes des hommes. Ce qui cause problème, c'est que le genre semble ici fusionner avec le sexe, alors qu'il s'agit de deux choses très différentes. Et cette fusion ou confusion entre sexe et genre a de graves conséquences pour les femmes et les filles. Deux récentes décisions des cours britanniques, dont la Cour suprême de la Grande-Bretagne, nous alertent concernant les conséquences sur l'égalité des sexes de cette fusion des catégories sexe et genre. On peut résumer ainsi leur jugement. Cette confusion entre les deux concepts, premièrement, saborde des efforts vers l'égalité. Deuxièmement, constitue un déni de la réalité scientifiquement reconnue de la binarité des sexes biologiques. Et troisièmement, enfreint la liberté de conscience et la liberté de croyance des citoyens et des citoyennes. Alors qu'on peut changer de genre, on ne peut pas changer de sexe. L'égalité entre les femmes et les hommes ne peut se réaliser avec une définition confuse. Cette fusion entre sexe et genre continue de s'imposer partout, brouillant les données et rendant impossible l'analyse de la progression ou la régression de l'égalité des sexes. Les conséquences de cette confusion pour les femmes se font déjà d'ailleurs sentir dans plusieurs domaines, notamment dans les sports féminins où les femmes ont été mises en concurrence avec des hommes s'identifiant comme femmes. La même confusion touchera la recherche médicale à cause de données qui pourraient être erronées par manque de ventilation sur la base du sexe.
L'égalité entre les femmes et les hommes ne sera possible ou même concevable que si le gouvernement revient à la réalité biologique de la binarité des sexes de l'espèce humaine. Nous avons salué l'adoption de la motion présentée par le ministre de la Justice pour ne pas éliminer le mot « femme » en 2023. Mais le manque de cohérence sur les définitions à travers les instances gouvernementales nourrit nos inquiétudes. Voici d'autres exemples des conséquences néfastes de la fusion du sexe et du genre sur nos populations les plus vulnérables et sur nos chances d'atteindre l'égalité des sexes. Les femmes emprisonnées, qui sont dans la plupart des cas des victimes de violences sexuelles, doivent confronter la présence d'hommes s'identifiant comme femmes, dont plusieurs purgent des peines pour homicide ou agression sexuelle. Des femmes emprisonnées et des gardiennes de prison doivent encore vivre des menaces à leur sécurité et un déni de leur dignité à cause de cette confusion entre les notions de sexe et de genre. Une autre conséquence est qu'il devient impossible de nommer et d'enseigner la violence masculine déployée contre les femmes à cause de leur sexe et non pas à cause de leur genre. Cela prive les enfants d'une éducation qui est essentielle à leur sécurité et à leur développement vers une maturité adulte soucieuse de ne plus violenter les femmes et les filles. Le matériel présenté aux enfants à l'école fait aussi problème. Dès le primaire, on gomme les différences entre le sexe et le genre, ce qui rend impossible de remettre en question les stéréotypes sexistes des générations futures. Cet enseignement de l'identité de genre nous semble en contradiction avec l'importante lutte contre les stéréotypes sexistes, ainsi qu'avec le combat contre l'homophobie que mène la société québécoise depuis de nombreuses années. Finalement, l'invisibilisation et l'effacement des femmes par le changement de la définition de ce qu'est une femme nourrit nos inquiétudes au sujet du statut des femmes dans la société et de leur réelle chance d'atteindre l'égalité de fait. Pour contrer cela, PDF demande au gouvernement de tirer les mêmes conclusions que la Cour suprême de la Grande-Bretagne, qui a statué très récemment que l'égalité entre les hommes et les femmes repose sur une définition biologique du sexe, ce qui a rétabli la protection des droits et des espaces réservés aux femmes et aux filles. Nous demandons au gouvernement du Québec de définir le mot « femme » dans le projet de loi comme désignant un être humain de sexe féminin dès sa conception. Je vous remercie de nous avoir accordé l'occasion de vous présenter nos arguments. Merci beaucoup pour votre présentation. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, bonjour à Madame Leduc, Madame Gaucher, Madame Serrois pour le droit des femmes du Québec, donc PDF Québec. Merci pour votre présence en commission parlementaire. D'entrée de jeu, j'aimerais débuter par la page 8 de votre mémoire lorsque vous abordez la question de l'article 5 de la loi sur l'autonomie constitutionnelle. Donc, vous êtes en faveur du fait que l'article 5 prévoit que lorsqu'on traite de caractéristiques fondamentales dans certaines lois, que l'Assemblée nationale ait le pouvoir de dire, bien écoutez, si les parlementaires se prononcent, adoptent une disposition pour dire, dans cette loi-là, c'est la loi sur la laïcité, on indique que c'est des caractéristiques fondamentales de l'État québécois, ou dans la Charte de la langue française, il s'agit de caractéristiques fondamentales, que les organismes publics québécois ne puissent pas, en demande, attaquer ces lois-là avec des fonds publics. Ils pourraient toujours le faire, mais sans les fonds publics. Donc, c'est quoi votre position là-dessus? Moi, je pense qu'on est d'accord avec ça. Quand les contribuables nomment les citoyens, élisent des députés, il y a une certaine souveraineté parlementaire et c'est important à défendre. Toute personne peut garder peut poursuivre, contester, prendre la parole. On est contre la censure de la parole, l'expression. Par contre, est-ce qu'ils doivent être financés à même les goussets de l'État? Nous ne croyons pas. OK, c'est clair. On est d'accord avec ça. Parfait, merci. Sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, dans la loi constitutionnelle de 2025 qu'on a déposée, on indique très clairement
que l'égalité entre les femmes et les hommes doit primer sur la liberté de religion. Donc, si jamais il y a un conflit entre l'égalité entre les hommes et les femmes et la liberté de religion, bien, l'égalité entre les femmes et les hommes va primer sur la liberté de religion. Donc, ça, vous êtes d'accord avec ça? Oui. Bon, tout à fait. La seule question, c'est toujours, quand on parle d'égalité des femmes avec les hommes, c'est de quelles femmes on parle depuis 2015. Si vous voulez, on va y revenir, mais je veux juste préciser là-dessus. Okay. Donc, pour vous, oui, là, le fait de hiérarchiser les droits, là, supposons sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, sur un droit à la liberté de religion, pourquoi c'est important de faire ça? C'est parmi les valeurs fondamentales qui sont répétées depuis des dizaines d'années. Hein, que le français est important, l'égalité entre les femmes et les hommes et la séparation entre les religions et l'État. Alors, nous avons toujours défendu ces trois valeurs-là et que vous les inscriviez dans la Constitution, ces valeurs fondamentales, nous sommes tout à fait d'accord avec ça. OK. Bon, sur la question de qu'est-ce qu'une femme? Là, vous dites, depuis plusieurs années, la notion de sexe, de genre, elle est confuse. Oui. Alors, depuis 2015, c'est l'erreur qui a été faite par les instances gouvernementales en 2015, c'est d'introduire la notion d'auto-identification de la mention de sexe. Alors, on se retrouve avec de plus en plus, malheureusement, ça a ouvert la porte à des dérives qui ont mené à invisibiliser les femmes. Vous-même, en 2023, sur le projet de loi 12, quand un député a voulu enlever le mot « femme » pour garder seulement la personne qui porte le bébé pour quelqu'un d'autre, vous êtes revenu avec une motion qui dit que les femmes accouchent. Écoutez, il y a quelque chose d'anormal de proclamer, prendre le temps et les énergies de l'Assemblée nationale pour proclamer que ce sont les femmes qui accouchent. Les bébés, les petits-enfants savent ça depuis longtemps. Il y a quelque chose qui est anormal, c'est l'auto-identification du sexe. Alors donc, on devrait justement, et en même temps, l'année suivante, la ministre Biron qui a présenté une motion pour dire qu'on ne doit pas identifier les femmes comme les personnes à utérus. Eh bien, il y a un problème fondamental, c'est qu'on n'a pas défini qu'est-ce qu'une femme. Une femme, c'est comme la Cour suprême d'Angleterre qui a dit c'est quelqu'un qui est né biologiquement femme, identifié femme. Mais vous avez raison, Madame Serrois, je m'en souviens très bien. Pour moi, c'est fondamental que le terme « femme » soit là, puis que dans nos lois, on nomme les femmes qui représentent 50 % de la population. Puis c'est pour ça que j'avais insisté, puis je pense qu'on s'en souvient très bien ici autour de la table, pour qu'on n'invisibilise pas les femmes dans notre société. Alors, je reçois vos commentaires. Je veux juste vous poser une autre question avant de céder la parole à mes collègues sur la question de l'article 29 sur l'interruption volontaire de grossesse. Parce que je pense qu'on a le même objectif. Donc, nous, on dit dans le projet de loi, l'État protège la liberté des femmes d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Donc, la façon que c'est écrit, c'est pour obliger l'État québécois à agir si le libre choix des femmes, il est attaqué. Donc, j'entends beaucoup et je comprends les critiques par rapport au fait qu'il soit inscrit interruption volontaire de grossesse, mais vous n'êtes pas craintive que demain matin, le Parlement fédéral peut recriminaliser l'avortement ou restreindre le droit à l'avortement. On n'est pas à l'abri non plus qu'une cour change d'idée aussi, comme ça s'est fait aux États-Unis. Donc, tout à l'heure, vous nous avez dit, bien, écoutez, le fait de l'inscrire pourrait amener d'autres gouvernements à modifier la loi, mais c'est déjà l'état du droit actuellement, là. Ce qu'on souhaite, c'est ériger une digue supplémentaire, puis d'obliger le ministre de la Justice actuel, futur, les gouvernements futurs,
à s'assurer clairement que les valeurs québécoises sur le libre choix d'accéder à ce soin de santé-là, bien, que l'État soit derrière les femmes pour ça. Alors, je veux vous entendre là-dessus. OK. Même si l'intention est bonne, et je comprends, premier réflexe, c'est de dire « Ah, ça va être sûr ». Mais déjà, un groupe qui est contre le libre choix des femmes, libre choix à leur autonomie procréative, qui s'oppose à ça, ils s'alignent déjà, ils sont déjà contents là, de dire « Ah, enfin, on va pouvoir avoir une prise ». Parce qu'il y a 4 décisions, arrêts de la Cour suprême, là, à partir de 88 jusqu'en 1999, qui ont sécurisé il n'y a aucune femme ni aucun ceux qui donnent les soins de santé, d'avortement, ils ne peuvent pas être criminalisés. Et c'est une situation unique au Canada. Quand on regarde en France, ils l'ont mis dans leur constitution parce qu'ils avaient mis des limites. Il y avait une loi qui limitait. Ça a été 10 semaines en 1975, et puis 12 semaines, puis après 14 semaines. Tandis que la situation au Canada, elle est exemplaire. Et puis, je me fie non seulement au jugement, mais en plus à tous les avis de personnes qui les ont regardés. Je dois dire que je comprends votre bonne intention, Monsieur le ministre, mais je pense que la situation requiert que ce soit le statu quo pour protéger l'autonomie procréative des femmes. Je comprends votre point, je vous entends. Je vous soumettrai seulement que lorsque Mme Daigle s'est retrouvée devant les tribunaux, il n'y avait pas de loi. C'était une injonction. Et là, ce que vous nous dites, c'est que la jurisprudence dit ça, mais si jamais la loi elle était contestée telle que nous le faisons, là, est-ce dire que vous ne faites pas confiance aux tribunaux pour confirmer l'intention du législateur? Parce qu'on est comme dans un dilemme où, actuellement, les tribunaux ont déterminé ce point-là, avec lequel je suis d'accord. Si on viendrait renforcer ça, la crainte que j'entends, c'est que les tribunaux ne respecteront pas l'intention du législateur. Donc, comment est-ce qu'on fait pour dire, bien, la jurisprudence est là, elle est susceptible encore d'être contestée, ça va se retrouver devant un juge. Puis dans l'autre cas aussi, si l'Assemblée se prononce là-dessus, si c'est porté devant les tribunaux, ça va être les juges aussi qui vont se prononcer là-dessus. Donc, avez-vous une crainte que le système judiciaire fasse comme aux États-Unis, puis change d'opinion? Dans un cas ou dans l'autre, il pourrait le faire. J'aurais une crainte si vous gardez l'article 29. Parce que là, vous donnez une prise à des groupes anti-avortement. S'il n'y a pas de loi, c'est pas mal plus difficile de contester quelque chose parce qu'il y a quand même pas juste la jurisprudence, là. Il y a 4 jugements qui sont là et qui fait qu'on ne peut pas criminaliser. C'est une situation unique. C'est ce vide juridique qui protège les femmes. Alors moi, je dis, vaut mieux un tien que 2 tu l'auras. C'est la sagesse populaire et j'adhère à ça. Nous avons des mesures de protection qui est la réalité et qui fait que l'avortement est un soin de santé. Comme on ne protège pas le droit à la vasectomie, on ne protège pas non plus dans les lois. C'est un soin de santé et on veut que ça reste un soin de santé. Je comprends ça. Peut-être Le temps est écoulé, M. le ministre. Désolé. M. le député Lacadie, s'il vous plaît. Merci, M. le Président. Alors, Mesdames Leduc, Gaucher, Sirois, bonjour. Merci d'être en commission avec nous pour l'organisme Les droits des femmes du Québec. J'aimerais qu'on continue sur la même lignée, en fait, la même voie. Vous avez parlé effectivement que l'interruption volontaire de grossesse, c'est un